Bon les gars, je vous préviens directement, il y a peut-être des bails que j'ai pas forcément compris, donc n'hésitez pas à m'expliquer dans les commentaires. Parce que sincèrement, le pouvoir de Kirara, c'est un réel casse-tête. 虎杖悠じゃ僕が殺します。俺たちはヒーローじゃない呪術師だ。悪いけどまだ死ぬわけにはいかねえんだ。 Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma critique sur l'épisode 6 les gars de Jujutsu Kaisen. Comme d'habitude, on va décortiquer cet épisode de fond en comble, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Donc maintenant que tout est dit, commençons. On commence directement la critique les gars avec le questionnement qu'on avait durant la fin de l'épisode 5 avec le fait de comment Panda et Megumi se sont fait cramer. Parce que là, pour le coup, on se dit, ok, le bon vieux Akari reçoit un appel sur son téléphone et nous explique que si on l'appelle, c'est que Kirara l'appelle parce qu'il y a un problème. Donc on comprend directement que si elle l'appelle, ça veut dire qu'ils se sont fait cramer. Mais comment ils se sont fait cramer? C'est ça la réelle question. Et on va l'apprendre et on va le voir durant l'épisode. Et c'est si simple. Franchement, c'est si simple. Ils sont montés sur le toit, Kirara les a vus, elle a appelé Akari. Franchement, c'est si simple. Que y a Panda qui pensait qu'il pouvait sûrement être avec du coup Akari. Sauf que non, Akari lui a demandé d'aller faire une ronde. Donc c'est aussi simple que ça qu'ils se sont fait cramer. Donc franchement, pour le coup, le bon vieux Megumi nous a clairement habitués à mieux en termes de stratégie. Mais là, franchement, rien à dire. Mais c'est pas grave parce que franchement, Megumi va grave se rattraper durant cet épisode. Surtout comment il va réussir à trouver le sort de Kirara. Parce que oui les gars, on va en parler du sort de Kirara que je trouve assez compliqué parce qu'il est lié par rapport aux constellations, même la constellation de la croix rouge ou la croix, je sais plus c'est quoi exactement le nom. Mais il y a plein de trucs les gars qu'on va revenir par rapport à cet épisode, notamment par rapport au sort de Kirara, parce que même s'il expliquait, je trouve qu'il est assez compliqué à comprendre. Donc vous inquiétez pas les gars, on va clairement faire petit à petit pour bien vous expliquer, parce que franchement, c'est possible que même dans mes explications, je me trompe. Donc c'est pour ça que l'espace commentaire existe. Et c'est pour ça que les gars, sincèrement, si vous pouvez vraiment m'aider dans l'espace commentaire pour comprendre le sort de Kirara, ça m'aidera de fou. Bon, on commence avec le fait que Megumi va envoyer son chien de jet pour attaquer Kirara. Mais qu'il va littéralement se faire renvoyer son chien sur lui. Donc lui, il va clairement comprendre directement que son chien est revenu vers lui. Et il va directement voir que lui, Panda et son chien sont marqués. Et que même Kirara le dit, elle a posé ses marques sur eux. Donc au premier abord, on ne comprend pas exactement c'est quoi ces marques. Mais les gars, au fur et à mesure du épisode, on va comprendre. Et ça va nous être expliqué. Et c'est très important. Et juste après ça, on le voit. Hein, parce que quand Panda part à la poursuite de Kirara, on voit littéralement que les deux, ils avancent. Mais ils avancent comme si il n'y avait pas de fin. Donc on comprend littéralement que les deux, ils sont à l'opposé, ils ne s'attirent pas vraiment, mais ils s'empêchent de se rentrer en contact. Donc on a un petit peu au début l'aperçu du pouvoir de Kirara. Et par la suite, ce qui va être assez drôle, c'est l'explication de Megumi à Kirara de pourquoi ils ont besoin de son aide et de l'aide d'Akari. Mais avant de revenir à ce point-là, les gars, il faut qu'on revienne à un petit point qui est très intéressant. Et ça part de la discussion entre Megumi et Kirara, notamment sur le fait que Kirara et Akari se sont fait virer de l'école. Et il y a le petit panda qui va nous expliquer que tout ça, ça part à cause des conservateurs. Les conservateurs, ça doit être les personnes les plus haut placées qui dirigent le monde, je pense, pas de l'exorcisme, mais peut-être de l'école. Et que c'est eux, du coup, qui dictent les lois. Et c'est peut-être pour ça que les personnages comme Gojo, ils ne sont pas aimés. Et on va notamment nous expliquer, les gars, que par exemple, par rapport à Nobara, eux, ce qu'ils aiment, c'est les sorts simples. Et c'est pour ça que, notamment, un personnage comme Nobara est le personnage typique, en tout cas, de eux, ce qu'ils se font dans leur tête par rapport aux exorcismes. Et quand ça part un peu trop loin, un peu complexe, là, c'est des trucs qu'ils aiment pas. Et moi, un truc que j'ai bien aimé par rapport à ce que Panda va dire, c'est que je sais pas si vous avez eu la référence par rapport au film The Ring, mais en gros dans le film The Ring, t'as une petite cassette maudite, et cette cassette, si tu la visionnes, tu meurs au bout de 7 jours. Et Panda, il va, je sais pas si c'est une référence de l'auteur ou pas, mais il va nous parler d'une cassette maudite, et il nous parle aussi du fait que les choses maudites évoluent avec leur temps. Donc je pense à l'ancien, ça pourrait être par rapport à des bails comme des poupées, et maintenant comme on est vraiment dans une ère assez technologique, les objets maudits évoluent avec leur temps. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, je trouve, de savoir ça. Et c'est là, les gars, qu'on va revenir à la scène que je vous parlais juste avant, sur le fait que Kirara va clairement demander à Megumi. Et de toute façon, il y a cette Satoru donc pourquoi nous demander notre aide? Et là, il y a le bon vieux Megumi qui va rétorquer en disant que Satoru Gojo va être scellée et elle va être sceptique. Et là, le truc qui fume, c'est clairement de voir la tête de Kirara
quand elle va apprendre ça, elle va clairement être sceptique et franchement c'est totalement compréhensible quand on sait et on le dit et on nous le répète maintes et maintes fois que Satoru Gojo est l'un des exercices les plus forts de son ère. Franchement c'est assez bizarre qu'un personnage aussi fort se fasse battre aussi facilement entre guillemets, parce qu'il s'est pas réellement battu, il s'est fait sceller. Donc je peux comprendre la réaction de Kirara envers la réponse de Megumi. Et on commence direct les gars avec le combat de Megumi et Kirara, auquel un truc moi que j'ai vraiment aimé avec ce combat, c'est que Megumi est un fin stratège, Megumi est vraiment fort, Megumi a vraiment de l'importance, outre le fait que pendant 2 saisons il a essayé de se suicider. Megumi est vraiment, c'est là que tu te rends compte qu'il peut avoir vraiment de l'importance, surtout en termes de stratégie, et surtout sur le fait qu'il va réussir à découvrir le pouvoir de Kirara en quelques minutes quand même, et savoir que c'est par rapport aux constellations, plus précisément par rapport à la Croix du Sud. C'est là que je me suis dit que franchement Megumi est vraiment fort, sachant qu'il a réussi aussi à savoir que c'est par rapport aux marques qu'il y avait sur lui, sur Panda et sur ses lapins et sur la porte. Donc franchement je me dis franchement Megumi, faut pas le sous-estimer les gars. Il a beau ne pas avoir montré beaucoup de choses, après j'ai un peu menti beaucoup de choses, c'est un peu moins cher parce qu'on l'a clairement vu faire une extension du territoire et appeler Mahoraga, mais surtout moi je parle surtout en termes de combat comme là avec Kirara, en termes de stratégie, je pense que c'est la première fois, peut-être la deuxième fois du coup avec l'extension du territoire, où on le voit vraiment réfléchir, attaquer et pas juste simplement vouloir se suicider. Et c'est là que je me dis que franchement le personnage de Megumi peut être vraiment très important pour la suite de l'œuvre. Par la suite Megumi va commencer à théoriser par rapport au pouvoir de Kirara avec l'aide de Panda, et il va théoriser sur des trucs au premier abord où on pourrait peut-être pas forcément comprendre, mais comme c'est schématisé, franchement les gars, on va commencer petit à petit parce qu'au début je comprenais pas trop, mais en fait c'est à la fin que j'ai compris que c'était des théories, et après on va réellement nous expliquer comment fonctionne le pouvoir de Kirara. On commence avec le fait qu'au début Megumi pensait que une des 4 étoiles était attribuée à une personne et il les maintenait à distance, sauf que ça ne peut pas être ça parce que dans ce cas là Kirara pourrait passer la porte pour aller rejoindre Akari, mais comme on a pu le voir avec Panda, elle ne pouvait pas, donc c'est sûrement autre chose. Et Panda va y mettre une hypothèse de comme quoi ça pourrait être que leurs 2 étoiles sont opposées aux leurs. Mais même cette théorie là n'est pas possible. Et Panda va y mettre une nouvelle théorie comme quoi que chaque étoile aurait une affinité et une opposition. Sauf que le problème c'est que même cette théorie n'est pas possible vu que Megumi et Panda peuvent s'approcher. Et Megumi va proposer l'option du parcours, la théorie du parcours, qui est peut-être la théorie la plus probable, auquel chaque étoile est liée comme un parcours et que pour atteindre du coup Kirara, il faut faire une étoile par une étoile et toutes les étoiles du même nom s'attirent. Et Megumi nous fait clairement comprendre que visiblement Kirara a peur qu'on remplisse une condition. Donc ça veut dire que même si c'est 4 étoiles, à tout moment ça peut être une 5e étoile et que c'est vraiment possible que finalement ce soit vraiment un parcours, mais pas un parcours à 4 étoiles mais à 5 étoiles. Et du coup maintenant il reste plus qu'à savoir quelle est cette 5e et dernière, si c'est vraiment la dernière étoile à trouver. Et là les gars, Kirara va enfin passer à l'attaque, et un des points qui va être confirmé par rapport à la théorie du parcours de Megumi, c'est que quand Panda va jeter la voiture va clairement lui revenir dessus, et la voiture possédait exactement les gars le même nom d'étoile que Panda. Donc là pour l'instant c'est en train de confirmer la théorie de Megumi, mais Megumi théorise toujours sur le fait qu'il faut toucher la cible pour apposer une étoile, mais Kirara n'a touché ni lui ni ses lapins. Et c'est là les gars que Megumi va commencer à comprendre quelque chose par rapport au sort de Kirara, et ça va lui donner raison car il va trouver la 5e étoile. Donc il a compris que l'offre rendez-vous, le sort de Kirara, lui permet de diviser son énergie occulte. Et grâce à sa stratégie, Megumi va réussir à coincer Kirara. Et franchement les gars, encore une fois Megumi nous prouve qu'il est très intelligent, très smart, et franchement qu'est-ce que je kiffe les gars ce personnage. Et pendant que Megumi explique à Kirara comment il a réussi à la coincer et qu'il va se faire pardonner, il va clairement avoir une porte les gars qui va valser, et on va clairement voir Itadori à terre et Akari sortir de l'endroit auquel Itadori va dire à Megumi de ne pas s'en occuper. Et il était temps parce que on va enfin les gars avoir un aperçu en entier de Akari. Je pense que c'est l'un des personnages les plus attendus de cette saison, auquel on va le voir qui va s'approcher de Itadori avec une démarche assez stylée, et auquel Itadori va clairement nous faire comprendre que c'est un peu comme à Shibuya et que c'est clairement un rituel pour que Akari l'accepte jusqu'à qu'il cède. Sauf qu'on peut le voir qu'Akari, bon, on n'a pas trop l'impression que ce soit ça, parce que littéralement comment il va frapper Itadori et lui dire qu'il ne suffit pas juste de le supplier et qu'il va lui mettre une patate. Et les gars, la patate c'est une dinguerie, et même avec cette frame là franchement non.
En fait, j'aurais été à la place d'Itadori, j'aurais dit non, c'est bon, frérot, on arrête là, on arrête là. Parce que la planète remplie d'énergie occulte, c'est une dinguerie de faire ça. Et là, on va revoir une expression d'Itadori que je ne pensais pas revoir de sitôt. La même expression qu'il avait après que Sukuna avait pris possession de son corps et avait détruit Shibuya. Là, on le voit complètement détruit. Et même lui, il le dit, je ne suis qu'un pion parmi les exorcistes. Parce que oui, il faut pas oublier qu'à la base, lui, c'est un jeune garçon qui n'a rien demandé et qui se retrouve à être accusé, être condamné à mort pour quelque chose qu'il n'a même pas demandé et qu'il le sait et qu'il le dit clairement à Akari que pour lui c'est qu'un pion et que si il faut qu'il suive Akari jusqu'à la fin de sa vie pour qu'il accepte, il le fera. Et c'est là que tu te rends compte que vraiment le Megumi de la saison 1 et le Megumi de maintenant, c'est le Megumi, qu'est-ce que je raconte, le Itadori de maintenant, c'est clairement plus la même personne. Et c'est là que je trouve que le nom d'épisode porte très bien son nom parce que oui les gars, dans le monde des exorcistes, Itadori n'est qu'un rouage et on peut même pas en vrai de vrai le considérer comme un réel exorcisme parce que à la fin, quand tout sera fini, bah il sera exécuté parce que Sukuna représente un trop gros danger pour la population et même pour le monde entier. Donc même lui, il le comprend et il le sait et il l'accepte. C'est pour ça que je trouve que le personnage d'Itadori, malgré le fait que ce soit le personnage principal, je trouve qu'il est assez différent de ce qu'on peut retrouver notamment dans certains shonen classiques. Et là, on rentre directement les gars avec la fin de la critique. Après que Itadori a réussi à trouver un accord pour négocier avec Akari, un Kogan va apparaître. Rappelez-vous les gars, un Kogan, on nous l'a clairement expliqué durant le deuxième épisode de Jujutsu Kaisen, qui est clairement ce petit truc qu'on peut le voir, qui sera entre guillemets, même si c'est pas réellement ça, le maître du jeu, et qui va nous expliquer qu'un joueur a décidé de mettre une nouvelle règle les gars dans la traque mortelle. Et oui les gars, faut pas oublier, mais la traque meurtrière a déjà commencé, et littéralement, on va comprendre que ce joueur va décider de mettre cette règle là, qui consiste à savoir tous les infos sur un joueur que ça apporte, que ce soit par rapport à son nom, à ses points. Donc franchement, ça peut être très intéressant et très dangereux, parce que je suppose que des personnes qui vont voir que Itadori par exemple est possédé par Sukuna vont peut-être vouloir foncer sur lui pour gagner plus de points. Et c'est là que je me dis que franchement les gars, la traque meurtrière, on n'est vraiment pas prêt. Et l'épisode se termine avec un nouveau personnage introduit dans l'univers de Jujutsu Kaisen qui va être assez intriguant les gars, parce qu'il va clairement se demander où est Sukuna. Donc c'est la première fois les gars en 3 saisons où une personne cherche Sukuna. Je sais pas qui c'est, on sait pas pour l'instant qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce que c'est un allié, est-ce que c'est un gentil? Pour l'instant on le sait pas. Tout ce qu'on sait c'est que c'est lui qui a rendu les infos publiques pour tout le monde et son nom est Hajime Kashimo. Donc je pense les gars qu'on va s'arrêter là par rapport à la 6ème, si j'ai pas de conneries, critique de Jujutsu Kaisen. Je vais pas mentir les gars, Kashimo c'est un personnage que je connais. Je vais pas dire très bien mais je connais parce que j'ai vu plein de spoils par rapport à lui et à un combat par rapport à une certaine personne. Je vais pas vous spoil, vous inquiétez pas. Donc je le connais, je sais pas s'il va tuer quelqu'un d'important, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire, je sais pas si dans le futur il va mourir ou pas. Mais tout ce que je sais c'est qu'il va avoir un combat très important durant l'arc de la traque meurtrière. C'est tout ce que je sais par rapport à ce personnage. Donc les gars, les filles, n'oubliez pas de commenter, liker et partager. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Et aussi les gars, je m'excuse de sortir cette critique assez tard. De base elle devait sortir littéralement vendredi à sur lundi et je m'en excuse.